Mes félicitations, si vous regardez cette capsule, alors sachez que vous venez d'être élevé au rang d'homme d'État, avec ce que cela suppose de décisions difficiles à prendre. Le problème est épineux. Les enjeux sont complexes, alors la question, saurez-vous être à la hauteur? Dans cette deuxième capsule de notre programme Un continent dans le monde, nous parlons de la situation du Mali. Au moment où je réalise cette vidéo, fin juin 2022, le Mali croule sous le poids de lourdes sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Saisie par les dirigeants maliens, la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné la suspension de l'exécution des sanctions de la CEDEAO. C'était le 24 mars 2022. Une annonce qui a généré un immense espoir à Bamako. Malheureusement, au terme d'une réunion tenue le lendemain, les chefs d'État et de gouvernement membres de la CEDEAO ont maintenu leurs sanctions. Ce qui ramène au statu quo. Les dirigeants maliens projettent de sécuriser le territoire pour que les élections à venir soient crédibles, inclusives et légitimes. Suffisamment légitimes pour fonder un nouveau départ. Ainsi, elles consentent de ramener la durée de la transition projetée de 5 à 2 ans. De son côté, se fondant sur l'intangibilité de l'ordre constitutionnel, la CEDEAO reste à cheval sur le délai de 16 mois. C'est ahurissant. Nous assistons là à une querelle de chiffonniers pour une différence de quoi? 8 mois. Est-ce vraiment déterminant, une différence de 8 mois, pour nécessiter un blocage perpétuel? Le principe d'organisation de la CEDEAO est l'intégration, donc la libre circulation des personnes et des biens. Le chantage du retour à l'ordre constitutionnel devrait-il conduire à la fermeture des frontières? Toujours est-il que la charte de la CEDEAO ne prévoit aucune circonstance qui justifierait la fermeture des frontières. Mais malgré l'illégalité des sanctions, vous êtes face à la triste réalité. Les frontières sont fermées. Le gouvernement est incapable de financer sa trésorerie sur le court terme, sur le moyen terme. Il est incapable de régler sa dette. Les entrepreneurs maliens ne peuvent pas payer leurs fournisseurs ni encaisser leurs paiements. Vous êtes un homme d'État et vous devez trancher. Un homme d'État, ça s'élève au-dessus des querelles de chiffonniers. Ce n'est pas une affaire de 16 ou de 24 mois. C'est une question d'enjeu de fond. En d'autres termes, que faut-il préférer, la sécurité ou le retour rapide à l'ordre constitutionnel? Si vous optez pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Pour dire vrai, ces sanctions font mal. Tenez, en 2022, le déficit budgétaire devait s'élever à 618 milliards de francs CFA. Il devait être financé par les emprunts sur le marché extérieur. Si le Mali n'a pas accès au marché financier, il ne peut pas financer ce déficit. Le gouvernement attend des recettes fiscales de l'ordre de 1800 milliards de francs CFA. Mais avec la fermeture des frontières, les recettes douanières disparaissent. En ouvrant les frontières, vous jugulez la baisse des activités économiques qui avait induit la baisse des recettes de la fiscalité interne. Ce qui vous donne de quoi financer la lutte contre les groupes terroristes et restituer l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire. Selon les prévisions budgétaires de 2022, 72% des dépenses budgétaires sont affectées au fonctionnement de l'État, notamment pour assurer la sécurité intérieure. En 2020, l'or représentait 82% des recettes d'exportation du Mali. Que deviendra le budget du Mali sans la vente de l'or? Mais parlons sérieusement, quelle crédibilité pour des élections qui se tiennent alors que près de 70% du territoire se trouve entre les mains des groupes djihadistes, selon les estimations. Ces élections seraient alors semblables à celles de 2018, à l'occasion desquelles le taux de participation de 34% n'avait pas garanti l'expression du suffrage à tous les Maliens. En conséquence, le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta a souffert d'un cruel manque de légitimité. Quand on ajoute à cela son incapacité à contrôler le territoire dans son ensemble, cela conduit à des manifestations populaires interminables sous la conduite du mouvement M5. Si vous prenez cette option, sachez que les mêmes causes produiront les mêmes effets. En revanche, si vous optez pour le rétablissement de la sécurité, vous ne céderez pas aux menaces de la CEDEAO et vous resterez à cheval sur un calendrier qui, selon vous, garantit le rétablissement de l'intégrité du territoire et les conditions de sécurité idoines préalables à la tenue des élections. Alors parlons franchement, 2 ans, est-ce suffisant pour le faire? C'est à vous de voir. Prenez le temps qu'il faut, ne cédez pas. Certes, cette option est séduisante car elle vous donne a priori le temps de faire le ménage, de démanteler les groupes djihadistes, de nettoyer le fichier de l'État, de restaurer la confiance pour prendre un nouveau départ qui donne des gages à tout le monde. Soyons sincères, il est facile de le dire, mais concrètement, comment le faire? Comment un pays aussi vaste, 1241 millions de kilomètres carrés,
qui ne jouit pas de l'accès à la mer et dont une partie du territoire se trouve entre les mains des groupes terroristes, peut-il s'en sortir en se repliant sur lui-même? Sans échange extérieur, à quoi ressemblera la vie au Mali? Aurait-on seulement les moyens financiers pour réaliser ce beau programme sécuritaire? Mes chers amis, c'est à ce niveau qu'on attend de vous que vous fassiez le bon choix. Le choix qui pose la fondation d'un vrai pays. Car il y a lieu de se poser la question de savoir si le Mali est un pays. Un pays maîtrise l'outil de production. Un pays ne dépend pas de l'extérieur pour ses produits de première nécessité. L'autarcie est parfois nécessaire pour opérer le travail interne qui garantit la souveraineté relative. Pensez-y, combien d'années la Chine a-t-elle vécu en autarcie? Qui n'a pas raillé la Chine? Qui n'a pas eu pitié des Chinois, cette espèce de petits hommes chétifs, habillés de guenilles de couleur unique, travaillant comme des forçats, mangeant du pain sec et dormant à la belle étoile? Qui a oublié que la révolution culturelle a occasionné 800 000 morts et le grand bond en avant 45 millions de morts? C'était le sacrifice chinois, le temps de construire la fierté, de se donner la carapace d'acier contre toute forme d'adversité. L'adversité que l'on s'octroie soi-même donne le moyen de supporter celle qui viendra d'ailleurs. Dépecée, affaiblie, la Chine a refusé de s'ouvrir au monde dans des conditions de faiblesse. Aujourd'hui, après des décennies de sacrifices, elle est sortie de son autarcie, a adhéré à l'OMC, a développé l'économie socio-libérale, a copié les systèmes industriels de financement américains dans les secteurs de technologie de pointe. Aujourd'hui, cette Chine qui disait des décennies durant « cache tes forces et attends ton heure ». La voilà qui affiche depuis clairement, octobre 2018, l'ambition de devenir la première puissance du monde. Pensez à cette trajectoire. Rêvez de la dessiner pour votre pays. Une économie introvertie, déconnectée, qui avec douleur mais abnégation fait l'effort de produire ce dont elle a besoin et se contente de ce qu'elle produit. Qui monte progressivement, maîtrise les chaînes de production, fait du tourisme local. Voilà, vous pensez à tout cela et vous prenez l'option de ne pas vous battre pour obtenir la suppression de la fermeture des frontières. Vous décidez de prendre le temps nécessaire pour restaurer l'intégrité du territoire. Ce qui suppose vivre sous sanction. Où faut-il commencer? Commencez par faire les 2 paris suivants. Premier pari, le Mali n'est pas entouré uniquement de pays membres de la CEDEAO. La Mauritanie et l'Algérie n'ont aucune obligation de fermer leurs frontières. La Guinée fait partie de la CEDEAO, mais elle traverse le même type de contexte politique de rupture de l'ordre constitutionnel. Il est clair qu'elle n'a pas intérêt à fermer ses frontières. D'ailleurs, elle a clairement signifié. À eux seuls, ces 3 pays partagent avec le Mali 4187 km de frontières, alors que les pays membres de la CEDEAO, autres que la Guinée, ne partagent que 3630 km de frontières avec le Mali. Deuxième pari, si les pays membres de la CEDEAO appliquent les sanctions à la lettre en fermant hermétiquement leurs frontières, ils en subiront de plein fouet les effets. Il y a fort à parier qu'ils proclameront la fermeture des frontières, mais dans la réalité, des camions continueront de circuler. Justement, 4 mois après la prise des sanctions sévères de la CEDEAO, les dirigeants de cette communauté sont déjà divisés. La majorité milite ouvertement pour la levée des sanctions. Peu restent obtus et déterminés. Si vous faites ces 2 paris, vous instaurez une économie d'autarcie en clair-obscur et non une économie d'asphyxie. Les échanges ne seront pas intégraux et vous avez la possibilité d'endosser le costume d'un stratège en eau trouble. D'un côté, la décision des autres pays membres de la CEDEAO de fermer leurs frontières vous octroie des arguments pour communiquer le prix à payer au peuple. De l'autre, le fait que cette décision n'est pas appliquée de façon rigoureuse et absolue vous offre un régime d'autarcie stratégique. Naviguez en eau trouble. Il vous est facile dans ce contexte de prendre des décisions pour favoriser certains secteurs tels que le textile. Le Mali est le premier producteur africain de coton. Le tourisme. Le pays dispose de sites assez beaux pour les vacances des Maliens. Nouer des partenariats stratégiques pour élever le grade des secteurs économiques locaux. Le Mali est le 2e pays producteur d'or en Afrique. Ne vendez pas votre or, stockez-le. Cela aidera plus tard quand il sera question de garantir votre future monnaie. Bravo! Vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon pari. Cela payera à coup sûr. Mais attention, ce programme est beau, mais le réaliser est une autre paire de manches. C'est une option radicale, douloureuse, donc impopulaire. Que direz-vous aux populations de Bamako?
de Gao, de Tombouctou, de Mopti. Je vous dis la vérité, vivre en autarcie, c'est impensable pour ces Maliens habitués à commercer avec l'extérieur, avec intensité et frénésie. Mais sachons que ces échanges se déroulaient dans des conditions défavorables pour l'économie du Mali. Exportation de la matière première, sans valeur ajoutée. Dites-leur que ce qu'ils achètent à l'étranger, la camelote et la brocante, obéit la capacité d'apprendre à transformer au Mali, à donner de la valeur aux matières de base maliennes. Dites-leur que dans un tel système d'échange, le Mali est intégré dans le commerce mondial, mais il est perdant sur toute la ligne, aujourd'hui, demain et pour toujours, toutes choses restant égales par ailleurs. Ils vous demanderont ce que cette situation a de particulier. Puisque tous les pays africains sont dans une situation pareille, ils ont raison. Alors dites-leur qu'aujourd'hui, la conjoncture tend la main au Mali. Les autres pays africains n'ont pas la chance d'être ciblés par des sanctions qui donnent l'occasion de faire l'indispensable révolution. Dites-leur que cette révolution a beau être repoussée, elle finira par être faite dans tous les pays africains pour sortir de l'esclavage moderne, qui consiste à être la poubelle des autres. Alors dites-leur, s'il faut profiter des sanctions pour écrire l'histoire, n'hésitons pas. Ce sacrifice que vous demandez est total. Vous trouverez les mots justes pour expliquer au peuple malien que la déconnexion temporaire est le prix à payer. Demandez au peuple, que savons-nous faire de nous-mêmes? Comment s'ajuster pour acquérir les capacités qui nous font défaut? La prolifération des marques étrangères n'est-elle pas un somnifère qui nous empêche de développer nos trésors locaux? Soyez à même de mobiliser les sanctions comme un motif d'unité nationale, une occasion de construire la fierté, un nouveau départ dans cette mondialisation où il importe de disposer d'un outil de production propre. Saurez-vous être convaincant? Le peuple est avec vous tant que vous désignez un ennemi extérieur. Mais sachez que dès qu'il aura faim, il descendra dans la rue, non pas pour vous soutenir, mais pour crier à votre départ. Jusqu'à quand désignerez-vous un ennemi extérieur? Cela est valable pour le début. L'excuse périme bientôt. Il faut adopter un message qui rassure sur le long terme. À ce stade, bravo. Vous avez réussi à dire le message qu'il faut au peuple avec les mots qu'il faut. Mais vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Pour autant, outre les émotions du peuple, sachez que vous ferez face à des vents contraires résolus. À l'étranger, certes, mais aussi à l'intérieur de votre propre pays. Détrompez-vous. Une vision de fortification de l'économie locale ne convient pas aux acteurs du commerce, de l'agro-industrie, du textile. Ils sont nombreux à tirer profit des ressources du Mali dans des conditions qui sont loin d'être équitables. Les uns veulent voir le Mali intégré dans les échanges mondiaux dans des conditions inégales. Les autres veulent protéger des rentes historiques constituées sur les matières premières qu'ils veulent exploiter dans des conditions asymétriques. Ces adeptes de l'économie de cartel, du clientélisme, de la concussion, tous autant qu'ils sont, ne verront pas la déconnexion d'un bon œil. Ils essayeront tout pour soulever le peuple contre vous. Dénigrement, déstabilisation, sabotage et que sais-je. Vous avez compris. Vous devez mener plusieurs guerres. La guerre contre le djihadisme, mais aussi la guerre cognitive qui a pour enjeu la représentation des intérêts du Mali. Il faut que l'homme d'État que vous êtes soit cohérent et convaincant. Vous devez montrer en quoi les intérêts de long terme nécessitent des arbitrages d'austérité dans le court terme. Faute de cette audace qui consiste à naviguer entre des enjeux de court terme et des enjeux de long terme, faute de cette capacité à tirer parti des conjonctures qui apparaissent défavorables, faute de communiquer le goût du sacrifice, vous serez un simple dirigeant, un simple putschiste parvenu au pouvoir. Or, quel est votre objectif? Rentrer dans l'histoire comme un dirigeant ou un homme d'État? C'est à vous de voir. Mes chers amis, si vous avez regardé cette politique fiction jusqu'au bout, alors bravo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être un homme d'État. Surtout, souvenez-vous, les grandes nations se bâtissent dans le sacrifice et l'abnégation, loin de la facilité, mais aussi loin de tout triomphalisme et de toute dérive militaire dictatoriale. Si le temps du sacrifice malin a sonné, prenez-en de la graine. Merci d'avoir été nombreux pour prendre un peu de votre temps pour mener avec nous ces nouvelles réflexions, pour comprendre où nous en sommes dans ce monde cruel. Rendez-vous pour la prochaine vidéo de notre programme Un continent dans le monde. C'était Maurice Simodium du think tank 1 puissance 55.
ce mardi sur Equinox Télévision. La première faute revient aux parents. Les parents ont échoué l'éducation des enfants. Quand ils font leurs choses, là, ils ne disent même pas d'abord aux parents. C'est peut-être par surprise en fouillant leur téléphone que tu te trouves qu'ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Et il y a maintenant nos jeunes influenceuses de Dubaï dans les pays arabes. Et les vendent l'illusion. Oui, tout ça là, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que si on connaît déjà la parole de Dieu, on ne peut pas se laisser influencer n'importe comment. C'est un problème d'éducation. C'est le parent qui fait en sorte que l'enfant se dévie. Même le gouvernement est coupable. Ils sont coupables. Même le gouvernement est coupable. Il faut voir tous les désordres qui se passent dans la ville de Douala, partout, à Yaoundé, tout, rien. On ne parle rien. Rien, on applaudit seulement. Vous voulez que ça change comment? Rencontre à Laboratoire de radiocarbone, le premier laboratoire de ce type en Afrique. Après sa mort, l'université principale du Sénégal a pris son nom. Une manière d'honorer ce scientifique africain, précurseur de l'afrocentrisme. Rencontre avec Josina Machel. En 1964, un groupe d'étudiants quitte la capitale du Mozambique pour rejoindre le camp d'entraînement du Front de libération du Mozambique, le Frelimo, basé en Tanzanie. Ils n'atteindront jamais leur destination. Arrêtés par la police, à la frontière entre la Rhodésie et la Zambie, ils sont finalement renvoyés au Mozambique. Là, ils sont emprisonnés, accusés d'activisme politique contre le régime colonial portugais. Parmi les étudiants, la jeune Josina Mutemba, elle ne veut pas abandonner. Et après de nombreux revers, elle arrive finalement au camp du Frelimo, où elle est l'une des 25 femmes à recevoir une formation militaire. C'est là aussi qu'elle rencontre son futur mari, Samora Machel, qui deviendra plus tard le premier président du Mozambique. Josina et d'autres femmes soutiendront le combat loin de la ligne de front. En tant que membre de la branche féminine du Frelimo, Josina gère les centres de santé, écoles et garderies pour les victimes civiles de la guerre. Josina sera ensuite nommée déléguée lors du 2e congrès du Frelimo. Elle plaide pour la pleine inclusion des femmes dans la lutte de libération. En 1969, elle épouse Samora Machel. Leur fils, Samora Junior, naît la même année. Josina Machel décède d'un cancer du foie le 7 avril 1971, une date déclarée depuis Journée nationale de la femme au Mozambique. L'indépendance du pays sera obtenue 4 ans plus tard. Rencontre avec Haïlé Sélassie. Éthiopie, 1930. Le jeune régent Rastafari Makonnen est couronné empereur Haïlé Sélassie. Descendant d'une dynastie qui a rejoint le roi israélien Salomon, il pose les bases d'une Éthiopie moderne. Quand les fascistes italiens envahissent le pays, il tient un discours puissant à Genève devant la Société des Nations, appelant à la résistance contre les occupants. Les journalistes fascistes sont même expulsés de la chambre pour chahut. En 1963, les dirigeants africains fondent l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba avec Haïlé Sélassie comme premier président. Mais alors qu'il a une politique étrangère visionnaire, il devient de plus en plus autocratique dans son propre pays. Ce qui conduit les Éthiopiens à se révolter contre l'empereur vieillissant. Une des plus anciennes monarchies d'Afrique tombe en 1974. Le dernier empereur d'Éthiopie meurt en résidence surveillée à l'âge de 83 ans. Haïlé Sélassie est considéré comme une force majeure du mouvement panafricaniste.
Les rastafariens du monde entier le voient comme leur véritable messie. Rencontre avec la reine de Saba. Il y a 3000 ans, animé par une soif de connaissance, une reine aurait voyagé des milliers de kilomètres à travers le désert. Les Éthiopiens la revendiquent comme l'une des leurs et l'appellent Makeda. Accompagnée de 197 chameaux portant des épices précieuses et de l'or, elle rejoint Jérusalem. Le sage roi Salomon d'Israël l'invite alors à un banquet dans son palais. Il lui demande de rester pour la nuit. La reine accepte à une condition, qu'il jure de ne pas la toucher de force. En retour, le roi exige qu'elle ne touche rien dans son palais. Mais la reine se réveille assoiffée suite au banquet. Elle prend alors un pot d'eau laissé par le roi Salomon à côté d'elle. Le serment brisé, ils passent la nuit ensemble. La reine de Saba aura un fils avec le roi Salomon. Ménélik Ier, le premier roi de la dynastie des Éthiopiens. Quand c'est bon, c'est bon. Chez Orange, on double le plaisir. 2 fois plus de crédit, 2 fois plus de téléphone. Pour un Alcatel, un Neo acheté, un Samsung Touch offert. Rendez-vous dans un point de vente Orange pour votre coup double. Orange. Le numéro 1 mondial, le voici. Face à lui, l'invité surprise. Tu veux dire une bonne surprise? J'ai besoin d'un nouveau chef d'équipe et je voudrais que ce soit vous. Oh, c'est dingue! Non, Bond. James Bond. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+, dès votre réabonnement. On est toujours heureux de se retrouver avec ceux qui comptent. Pour un moment de détente et de convivialité, Savvis a conçu pour vous un symbole de